off your clothes. Blow up the fire. Don't be so shy. You're right. Take off my clothes. Oh, bless me. Il s'appelle Jean-Charles de Castelbajac. Vous le connaissez depuis un certain nombre d'années. Pour cause, ça fait effectivement une quarantaine d'années qu'il... Ça passe trop vite, alors effectivement. Pas beaucoup changé, le jeune homme. Pas du tout. Toujours aussi rock'n'roll. Ah, plus que jamais. Ah bon? Plus que rock'n'roll. C'est vrai qu'il aime bien, il était aussi proche des Sex Pistols, entre autres. Et que moi, j'ai souvenir quand même quand il défilait, à ses débuts, on disait, mais il est fou, parce qu'il était quand même assez incroyable. Il prenait des couvertures pour les transformer en manteau, ou alors il prenait un assemblage comme ça d'ourson et il en faisait un manteau de fourrure. Ses invitations, il demandait à Kessering de lui faire. Donc c'est vrai qu'il était super précurseur. C'est vrai qu'il y a une trentaine d'années, de demander à des artistes de peindre aussi sur ses robes. Ça se faisait pas et aujourd'hui tout le monde demande des collaborations avec des artistes contemporains. Ah oui. Alors et quand lui, vous dites tout le monde, c'est-à-dire qui? C'est de grandes entreprises de grandes maisons qui vont demander par exemple de peindre sur leur sac par exemple à des artistes japonais. Lui ça faisait déjà un bon temps qu'il ou un aéroport qui leur demande de faire une façade par exemple. Donc lui il signe quand même la fresque d'Orly, oui. d'Orly Sud. En ce moment il a fait l'affiche de France-Corée parce que c'est l'année de la France en Corée. Ouais. Et voilà, là on voit du Kessering. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est ludique, dynamique, et c'est vrai que c'est un antidote contre la morosité, sa mode. Nous l'avons rencontré, regardez. Jean-Charles, aujourd'hui, 40 ans de création, tu es sur tous les fronts. Qu'est-ce qui peut expliquer finalement cet engouement autour de ton nom? Depuis 40 ans, j'ai été aussi bien impliqué dans le design avec cette chaise que dans l'architecture, que dans la mode, bien sûr. Mais la mode était le médium le plus fort, parce que c'est un médium de rassemblement et c'est un médium de convergence. C'est l'année de cristallisation de plein de projets, en fait. C'est de travailler avec mes fils au sein de Castelbajac Créative. On a fait une agence de direction artistique. On a travaillé sur Orly, par exemple, ou sur des projets d'architecture. J'ai dessiné 25 stickers pour le plus grand serveur asiatique qui se propage maintenant en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Qu'est-ce qui te motive et qu'est-ce qui fait que tu es toujours en avant et tu sens l'air du temps bien avant les autres? Ce qui me motive, c'est les autres, c'est le talent des autres. Et c'est demain qui me fascine. Là, je regardais dans la constitution de mon livre Fashion, Art and Rock'n'Roll, soudain une somme de souvenirs, d'images, d'amitié, de fraternité, de rencontres, de collaboration. En fait, c'est un livre intime qui a pour but de dire à une jeune génération, s'il a pu le faire, nous pouvons le faire. Tu prépares une exposition en février. Je prépare une exposition de mon travail pictural à la galerie Mannerheim. Une thématique qui m'intéresse beaucoup sur l'effacement. Aujourd'hui, on est dans une société avec un abus d'images. Donc là, j'efface des images pour en recréer d'autres. Donc il y a cette idée de blanc d'Espagne. Dernier projet dans la mode, directeur artistique de 3 marques. J'ai ce travail de directeur artistique qui est passionnant pour une marque emblématique qui est Rossignol. Ils attendent chaque fois que je leur donne les idées les plus folles pour se dépasser. Il y a vraiment un travail conceptuel qui existe depuis 15 ans autour de cette très très belle marque française, Made in France. Made in France aussi, le retour du coq sportif. J'avais déjà collaboré dans le passé. Je suis de retour au cœur de cette marque pour travailler sur l'image, sur les détails, sur des choses qui sont parfois contraignantes quand on est très créatif. Mais en fait, on a cristallisé sur le bleu, blanc, rouge, la tradition française. Un petit mot sur Each Other. C'est une maison qui a été fondée dans l'idée de l'art et de la mode. Et là, je suis intervenu comme si je dessinais en direct sur les vêtements. Et c'était très exaltant parce qu'en fait, le vêtement, c'est quelque chose de magique et qui est de l'ordre de la plus belle œuvre d'art existante. Je crois que la mode, c'est aussi un outil de la démocratie, c'est un outil d'ouverture et il y a une forme de proximité, d'accessibilité au travers de ces marques qui me passionnent.
Alors, ce sont des multi-collaborations, on l'a vu, mais il a abandonné la haute couture. Non, il était dans la haute Alors, couture. il avait une marque. C'est vrai qu'il avait sa ligne de haute couture, il l'a arrêtée. Et c'est vrai qu'en discutant Et avec lui, il m'a dit ouais. j'aimerais vraiment Ah ouais. revenir à la haute couture, mais une haute couture accessible. Donc Ouais. voilà, on espère que Jean-Charles de Castelbajac va revenir à la haute couture. En tout cas, il fait un tabac en Asie et ce serait bien qu'on le voit un petit peu plus en D'accord, France. sur le podium. Merci Avec beaucoup. sa propre marque. Voilà. Ça, c'est assez nouveau, ça existe également pour les enfants, mais c'est fait pour soigner quelle pathologie? Des pathologies de l'os, en fait, chez l'enfant, le rachitisme, les troubles ostéo-articulaires. Direction Salis de Béarn, c'est connu dans le monde entier pour l'eau thermale de Salis de Béarn, qui a une minéralisation unique, très chargée en chlorure de sodium, mais aussi en 26 minéraux et oligo-éléments, et qui confère à l'eau de Salis des vertus antalgiques, anti-inflammatoires et anti-œdémateuses. C'est un milieu naturel très salé, alors c'est étonnant, plus chargé que la mer morte. C'est un milieu pur et protégé puisque la nappe saline engendrée il y a très très longtemps par la mer a dormi très longtemps dans les profondeurs de la terre. Et figurez-vous qu'on y trouve dans cette source profonde des bactéries très très anciennes, des bactéries qui sont encore vivantes, qui ont résisté au temps en milieu salé. On appelle ces bactéries des bactéries halophiles et c'est elles qui ont ces vertus médicinales et qui aident à traiter de nombreux problèmes comme le psoriasis par exemple ou le rhumatisme, et chez les enfants, les maladies osseuses de la croissance et les scolioses. Alors on a suivi 2 millions de jeunes ados en fait qui ont bien accepté qu'on les suive dans la cure pour voir comment la cure agit sur eux. Direction Salis de Béarn. Les bienfaits de l'eau thermale sont l'effet antalgique, l'effet relaxant, l'effet décontractant et l'effet anti-inflammatoire. Bonjour Jérémy. Allez, tu poses tes affaires et puis on va faire couler le bain. Tu te prépares? Oui. Alors là, je suis en train de remplir le pichet d'eau mer. L'eau mer, c'est l'eau thermale que vous avez ici, qu'on a laissé cristalliser. Quand il n'y a plus de cristallisation aucune, on obtient ce qu'on appelle l'eau mer, qui est donc le concentré d'oligo-éléments et de sels minéraux. L'eau mer est un sérum supplémentaire qui potentialise l'effet de l'eau thermale de Salis de Béarn. C'est un procédé qui est unique au monde. L'eau mer a une concentration en chlorure de sodium qui atteint 350 grammes de sel par litre d'eau. Moi, je fais de la gym et du foot. Et la gym, c'était... je faisais des sauts périlleux un peu et je me prenais souvent le talon et ça fait mal. Et c'est pour ça que j'ai eu une maladie de Sever, ça s'appelle. Le principe de la douche, c'est de travailler tous les muscles et les os longs du squelette. C'est de l'eau thermale, c'est uniquement de l'eau salée. Le principe actif se réalise par le biais de l'osmose, qui est pénétration de l'eau thermale et des oligo-éléments qui sont contenus en elle dans l'organisme. À partir du moment où l'eau thermale a pénétré dans le corps, les échanges se font de façon intratissulaire. Ce sont des cataplasmes d'argile qui sont trempés dans l'eau thermale. Les boîtes sortent du four, qui est chauffé à 50 degrés à l'extérieur de la boîte et à 40 à cœur. Et donc on va les appliquer selon l'ordonnance sur le dos et sur les jambes pendant 15 minutes. Il y a 3 consultations de prévues, dont une intermédiaire qui apprécie l'état de fatigue, l'état cutané et d'autres paramètres médicaux. Les soins que j'aime le plus sont les cataplasmes, parce que je trouve que ça fait plus de bien, je trouve. J'ai moins mal où j'avais mal avant.
Mais sinon, il a mal, cet enfant, là. Jérémy et Anthony, bah oui, ils ont mal, ils souffrent. Toute la journée, tout le temps, il souffre des os. Tout le Ah temps, ouais. de troubles ostéo-articulaires, ils ont mal aux tendons, notamment, c'est des ah. troubles de la croissance, où ils grandissent trop, ou pas assez, etc. Et on les garde combien de temps, là? Une cure remboursée par la Sécurité sociale, c'est 3 semaines de cure. 3 semaines, il 3 reste. semaines en continu, ils peuvent le faire une fois par an, et ça a de vrais résultats. C'est eux qui nous le disent, et ces omères, c'est assez magique, Alors, les omères. attendez, il faut expliquer. L'eau, mère, comme maman. Comme maman, voilà. Ah bah, Eh oui, eh oui. c'est un précieux nectar en fait, c'est un substrat, c'est un concentré d'eau thermale et donc de bactéries extrêmes présentes dans l'eau thermale, les vieilles bactéries préhistoriques si on peut dire, ces bactéries halophiles. Et d'ailleurs les thermes de Salis de Béarn se lancent aujourd'hui vers une nouvelle direction, ils sont très connus pour la rhumatologie et pour la fertilité. Il y a une cure de fertilité justement qui est très réputée à Salis de Béarn. Beaucoup de femmes tombent enceintes à l'issue de 3 semaines de cure. Absolument, c'est assez étonnant. Et justement, les thermes de Salis se lancent aujourd'hui dans un renouveau sur l'anti-âge. Et ces bactéries halophiles qui sont résistantes au sel, justement, sont bénéfiques à la peau et à l'anti-âge. Et le sel vient de recevoir une IGP, comme on dit, une indication géographique protégée. Merci, Celle de Laurence. Salis. À tout. Pour promener Mimi, ma petite amie Mimi, et son jeune frère Toto, j'ai une auto. Je l'ai payé 300 balles chez Monsieur Hyde. Voilà, 300 balles. Ah non, t'as plus rien pour ce prix-là, hein, effectivement. à ce prix-là, oui. Ouais, non. Cette histoire des usines Ford se prénomme la KA, la K+. Pourquoi plus? Elle Parce a qu'en déjà fait, eu- il s'agit d'une... elle remplace la Ford K, mais elle est plus grande. Mhm. Elle devrait être plus et moins, c'est-à-dire plus grande, mais moins chère. Donc elle quitte la catégorie, on va dire, des mini-citadines, comme la Renault Twingo, la Fiat 500, et désormais elle est dans une catégorie, comme vous le disiez, très importante, comme Renault Clio 208. Elle rentre en concurrence avec un certain nombre de voitures. Mhm. Mais qui n'a pas sa citadine dans ce créneau-là? Quasiment tous les grands constructeurs ont... Oui, Ouais. tout à fait. Quasiment tous les constructeurs. Mais la nouveauté, parce que par exemple, si on parle de Ford, ils ont la Fiesta. Mais la K+, va faire ce qu'on appelle l'entrée de gamme, c'est-à-dire les petits prix de cette catégorie qui est très large. D'accord. Et la Ford ratissera plus large puisque cette catégorie va de 8 000 à 25 000 euros. C'est dire s'il y a une différence importante. Donc, son atout principal, c'est son prix, moins de 10 000 euros. Mais Ford ne veut pas, Ford se défend d'avoir une voiture low cost. Alors, les explications. Aujourd'hui sur le marché, la demande des petites citadines 3 portes est en perte de vitesse énormément. Les clients veulent des voitures plus polyvalentes, plus grandes, capables de tout faire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait grandir la K pour devenir K+. Elle passe de 3,60 m à 3,90 m. Elle prend 30 cm de longueur. Elle devient beaucoup plus grande à l'intérieur. La nouvelle K+, c'est pas une voiture low cost, même si elle sera proposée à moins de 10 000 euros. On a gardé l'exigence sur la qualité des matériaux, sur la sécurité, sur les qualités dynamiques, sur les équipements. Pourquoi? Parce que lorsqu'on achète une Ford, on doit faire confiance à la marque Ford. On se repose sur le réseau Ford, on se repose sur les qualités dynamiques, la sécurité d'une Ford. Donc c'est pas une low cost, par contre c'est une alternative au low cost. Sur ce type de véhicule, vous avez une offre qui est beaucoup plus limitée en termes de technologie. Vous n'avez pas de boîte automatique, vous avez un moteur uniquement essence et en fait ça correspond exactement à ce que demandent les clients. Sur ce segment de prix qui va de 8 000, 9 000 à 13 000 euros, vous n'avez absolument pas de clients qui commandent un GPS intégré. Vous avez par contre des demandes fonctionnelles, vous avez besoin de la climatisation, vous avez besoin du limiteur ou des régulateurs de vitesse et ça ce sont des équipements qui sont soit de série, soit en option sur la nouvelle Ford K+. Vous avez soit le choix d'un petit écran avec la radio, la commande vocale, soit si vous préférez avoir le système de navigation avec votre smartphone, vous ouvrez une petite tablette, vous fixez votre smartphone et derrière vous avez une prise USB et vous utilisez le GPS de votre smartphone pour vous guider au quotidien. Le limiteur de vitesse est en série, le régulateur de vitesse est en option. On a un seul moteur décliné en 2 niveaux de puissance, 70 ou 85 chevaux. C'est un moteur qui existe dans la gamme Ford depuis à peu près la fin des années 90, début 2000. La grande chance, c'est qu'il est amorti, donc il nous permet de tirer les prix vers le bas. Il y a dans la gamme Ford aujourd'hui le moteur Ford EcoBoost qui est un 3 cylindres extrêmement moderne. On pourrait le mettre dans la Ford K+, mais on aurait dans ce cas-là un prix de transaction qui serait plus élevé.
Pour les tests Euro NCAP, notre ambition, c'est d'avoir 3 étoiles. Tous les éléments de base de sécurité qu'un client peut attendre d'une voiture moderne sont présents dans la voiture. 6 airbags, des renforts absolument partout. Notre objectif, c'est que vous achetiez une voiture absolument sûre qui vous permette de rouler au quotidien en totale confiance. In the pair of whatever half life you have left for the young and dead. Il manque certaines choses, évidemment, mais Oui. c'est pour ça que c'est 10 C'est 000 pour ça euros. que le prix, Bah oui, voilà. on peut pas tout avoir. Et puis il y a une autre raison, c'est que cette voiture, notamment, est fabriquée en Inde. Donc ça permet de réduire les coûts. Il n'y a pas de boîte automatique et de diesel. Alors ça, c'est pas tellement pour faire une gamme simple, c'est parce qu'il n'y a pas de demande pour cette catégorie de voitures. Les ventes de diesel baissent, surtout sur cette catégorie de voitures. Alors c'est pas la meilleure voiture de la Terre, mais c'est quand même une bonne voiture. Et pour moins d'1 euro, honnêtement, il n'y a pas grand-chose. Il y a uniquement la Dacia Sandero, mais sinon les autres sont vraiment beaucoup plus chers. Quasiment Donc, la meilleure marché de son créneau pour l'instant. avec la Sandero, oui, tout à Ouais. fait. Oui. Merci Anne-Christine. À plus tard. La météo dans quelques instants avec des nouvelles de la bise. Merci. Direction la Belgique. Maintenant, nous allons retrouver notre correspondant permanent qui s'occupe des affaires européennes. Et là, on va s'intéresser à une initiative originale pour aider les détenus belges à se réinsérer. Alors, ça passe par le travail. Vous me direz, oui, mais ça, c'est pas nouveau, le travail, on connaît. Oui, mais ce travail-là est assez original. Alors, de quoi s'agit-il, Valérie? Bonjour. Bonjour William, bonjour à tous. C'est à la fois original pour des détenus et on ne peut plus traditionnel puisqu'il s'agit de travail agricole et de la traite des vaches en particulier, de la fabrication de fromage qui va avec. Alors il y a 2 prisons qui le font en Belgique, l'une en Flandre au nord, l'autre en Wallonie où nous sommes allés. Et leurs fromages sont pour la plupart consommés dans les prisons belges, mais aussi une partie sont vendus sur les étals des marchés et dans les restaurants cotés sous le label Cell Made, fabriqué en cellule. Il y a pas mal de produits qui sont comme ça et 400 entreprises qui travaillent directement avec, effectivement, pour aider à la réinsertion des détenus. Reportage à Saint-Hubert avec Marie Berthomé et Frédéric Furnémont. 6h30 du matin, à la prison de Saint-Hubert, la plupart des détenus dorment encore, mais pour une dizaine d'entre eux, c'est le moment de s'évader pour aller travailler dans la ferme d'à côté. Je vais rentrer nettoyer les bêtes, leur mettre à manger, les pailler jusqu'après-midi. Dans l'étable, 200 vaches, dont 30 laitières. Elles sont traites 2 fois par jour par les détenus sur la base du volontariat. Travailler à la ferme, ça me procure du bien-être, être moins stressé, pas trop être enfermé, pour passer une meilleure détention et pour changer les idées. Avec la crise des prix du lait, la prison a décidé il y a 3 ans de le transformer elle-même en beurre et en fromage et s'est dotée de son propre atelier. Monsieur Jacquet, tu prépares donc 2 grilles avec les moules pour faire les pâtes molles. Merci. Véronique Peters est surveillante. Elle s'est formée exprès dans un centre fromager pour transmettre son savoir aux détenus. Ça se passe très bien. Je dois dire qu'une fois qu'on est hors de l'enceinte de l'établissement et qu'on travaille dans un atelier, on a plus un contact de collaboration, plus qu'agent détenu, bien qu'on respecte les barrières, l'autorité et le respect mutuel de l'un et l'autre. On pense même pas qu'on est en prison. On pense même pas qu'on est en prison. Une fois qu'on est ici, on pense pas. Une fois qu'on rentre, bon, ça c'est différent. Ils travaillent 8 heures par jour, payés 1,20 € de l'heure, trop peu à leurs yeux, mais c'est toujours un moyen d'améliorer l'ordinaire. Moi personnellement, je le prends pour faire quelques cantines, pour acheter un petit peu tout ce qui est produits d'hygiène et tout ça. Et de temps en temps, on a la possibilité de mettre un peu d'argent de côté, déjà pour quand on va sortir. Tu ramènes les 2 coins. Le coin, si c'est pas très droit, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, c'est artisanal. 3000 fromages sont produits ici chaque mois avec leur propre étiquette. Une grosse partie est servie aux détenus de la région, le reste est commercialisé sur les étals des marchés. C'est un nouveau fromage, ce sont les détenus qui fabriquent les produits. Il est bon, délicieux. Et s'ils sont bien guidés et s'ils arrivent à faire un fromage ou 2 fromages comme ils le font maintenant, je trouve que c'est une belle idée. Je trouve que dans la vie, on doit tous avoir un rôle social à un moment donné. En réalité, c'est vrai que beaucoup de personnes s'imaginent qu'un commerçant, c'est toujours pour faire de l'argent, mais il faut aussi avoir un rôle social derrière. Et donc ce rôle social, je l'investis de cette façon-là.
Freddy Hendrix a même convaincu les restaurateurs. Désormais, il livre du Saint-Hubert à 30 établissements de la région, dont 6 étoilés. Petite précision peut-être, vous avez entendu l'un des détenus parler de cantiner. J'utilise cet argent pour la cantine, ça veut dire qu'il s'en sert pour, comme on dit en prison, cantiner, c'est acheter des produits d'hygiène ou des produits alimentaires. Bon, alors quand ils sortent, Valérie, ces détenus, pour le coup, après ce travail, est-ce qu'ils seraient tentés de chercher dans le secteur agricole ou pas? Alors, a priori, non. Alors, c'est difficile à dire car il n'y a pas de suivi des détenus une fois qu'ils ont purgé leur peine, donc il n'y a pas de statistiques. Mais ce n'est pas le but de toute façon d'en faire des fermiers ou des fromagers. Le but est de les remettre en mode travail, de leur procurer un petit revenu et d'alléger leur peine quand leur comportement est exemplaire. Merci beaucoup Valérie, à bientôt cette semaine. On poursuit avec l'homme de la technologie ici à Télématin, Yann Lavoie, qui ce matin a une bonne nouvelle pour les cinéphiles que vous êtes sûrement. Probablement vu ces reportages dans des magazines que vous feuilletez régulièrement avec l'acteur ou le metteur en scène ou un personnage célèbre qui a sa salle de cinéma, sa propre salle de cinéma. Ça doit être bien, oui, mais ben, ça coûte cher. Alors ça coûte cher, de toute manière ce que je vais vous présenter coûte cher quand même, mais ça coûte environ 3 fois moins cher que ces salles de cinéma qu'on se fait soi-même. On est sur une base de moins de 7 000 €. Voilà, moins de 7 000 €, vous avez quand même à fournir vous 4 murs. Hein, il faut quand même l'espace. Voilà, ouais. On va dire 18 à 20 mètres carrés. Ensuite, je vous fais la liste. Un vidéoprojecteur qui sera silencieux, un écran de 3 mètres, un serveur multimédia, un lecteur DVD, lecteur Blu-ray, un ampli, des enceintes, bien entendu. Et vous allez le voir dans le reportage, une mousse qui est très très importante pour le son. Ouais. Et puis, bien sûr, des installateurs qui viendront vous installer ça chez vous. Des installateurs absolument agréés. Aujourd'hui, il y a 13 magasins en France. Il y en a d'autres qui se développent. Et on va venir vous installer ça chez vous. Vous n'aurez plus qu'à fournir. Alors là, bien sûr, la personne a souhaité acheter des fauteuils de cinéma, donc ça va gréver un peu le budget. Mais si vous avez un canapé, c'est bon. Vous avez votre canapé dans votre salle de cinéma. Ils sont 3 dans la famille. Là. Alors là, par exemple, ils peuvent être que 3 exactement dans la famille. Donc là le système est exactement celui-là. Et nous sommes allés du côté de Beaune, justement, parce que là, il y a un magasin et il a fallu aussi qu'on attende le moment pour pouvoir. Mais à Beaune, il y a un hospice, c'est ça? Non, il n'y a pas l'hospice. Il y a l'hospice, bien sûr. Il y a l'école de Claude Lelouch. Oui, c'est vrai, qui est pas loin. Il n'y a pas de rapport, mais c'est vrai. Vous avez raison. On reste dans la même famille. Là. Exactement. Famille du cinéma. Très Alors, bien. je vous propose de regarder d'abord comment ça se fabrique. Hein. Il faut effectivement avoir des combles, un garage, par exemple, qui ne servent plus à rien, si vous voulez, et que vous allez pouvoir équiper. Il faut un recul de façon. C'est pour ça qu'il faut à peu près 20 mètres carrés. Ouais. Voilà, là on a environ 5 mètres jusqu'à l'écran entre le premier. Ouais, à peu près. D'accord. Allez, on regarde, on part du côté de Beaune. Le concept, c'est de démocratiser une salle de cinéma à domicile, un concept qui est généralement absolument inaccessible financièrement et qu'on va mettre aujourd'hui à disposition du plus grand nombre. Alors nous sommes là pour optimiser et pour aider à l'installation. Il faut effectivement une pièce entre 18 et 30 mètres carrés, autour de 20 mètres carrés, c'est véritablement l'idéal. Et nous, par rapport au chantier que nous allons découvrir, soit la pièce est vraiment prête à recevoir le système, et là ça sera très simple, ou alors nos équipes seront là pour conseiller à la réalisation de cette salle. Et à partir de là, une fois que nous allons avoir ces 4 murs, eh bien nous allons créer un concept avec tout ce qui est nécessaire pour l'affichage et bien sûr l'acoustique d'une salle de cinéma. Il y a un équipement minimum, bien entendu, c'est un vidéoprojecteur, car rien ne remplace une image projetée, un écran de grande taille, et puis tout un ensemble de home cinéma de très grande qualité, avec un amplificateur home cinéma et un lot de 8 enceintes qui vont être présents dans cette pièce. On a particulièrement sélectionné les produits, entre autres le vidéoprojecteur, pour qu'il soit totalement silencieux et donc respecte l'appréciation du film que l'on regarde. C'est pas le tout d'avoir des ingrédients, il va falloir savoir les mettre ensemble, et c'est ce que va faire le spécialiste qui a été formé pour cette raison et qui va être présent pour paramétrer, régler le vidéoprojecteur, le système home cinéma pour l'optimiser tout simplement. Il y a un aspect extrêmement important, c'est le traitement acoustique. C'est peut-être même l'élément le plus important pour avoir ce résultat, c'est de traiter acoustiquement cette salle de façon à ce qu'on ait exactement la bonne réverbération, ce qui est essentiel pour se rapprocher d'un véritable cinéma.
Et on arrive aujourd'hui à des prix assez incroyables pour pouvoir se créer un environnement assez exceptionnel et proche des vraies salles de cinéma. Ça fait vrai, hein? Ah, ça, je peux vous assurer que ça Et fait qu'est-ce plus qu'on que qu'est-ce vrai. qu'on projette Alors on là projette toutes sortes de choses, DVD, Blu-ray, tout ce que vous Ah avez ouais, dans DVD, votre, tout ce que vous regardez chez vous sur votre petit écran, vous Ouais. allez pouvoir le regarder sur un grand écran. Puis Et la dans une définition ambiance est cinéma. bonne, La en- définition, c'est surtout le son qui est très impressionnant. Vous êtes vraiment au cinéma, quoi. Et ça, en fait, c'est souvent le son. Bien sûr, il y a l'écran, mais l'écran, Bah on est oui, un peu il faut habitué. que- voilà. Il a existé des plasmas où on avait déjà une image assez grande. Là, on a vraiment un son qui est assez terrible, et ça vaut quand même 4 fois moins cher qu'un plasma à l'époque. Donc, c'est-à-dire que c'est aussi parce qu'on bénéficie d'une baisse des prix que l'on peut arriver gentiment Oui, mais enfin, à il faut que la s'offrir ce genre de qualité choses. d'image soit Ah non, mais elle est supérieure de super. celle de votre petit écran. Bien entendu, ce qui est complètement le cas là. Bon. Complètement. Redites-moi le prix. Vous Alors, avez dit ah oui, quand même. moins de 7 000, mais vous avez d'autres packs. Vous avez un pack à moins de 10 000, vous avez un pack à moins de 13 000, un pack à moins de 15 000. On peut monter en gamme, bien entendu. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir accrocher le premier client à moins de 7 000 euros. D'accord. Ben, groupez-vous, hein, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voici une revue. Bonjour Patrice, est-ce qu'il est question de politique William. en première page toujours? Évidemment, alors vous allez imaginer la scène, vous êtes dans le bloc opératoire, regardez le chirurgien apparaît, il a revêtu sa blouse et son masque, il est bien protégé, et c'est normal, il pourrait y avoir des éclaboussures, il prend son scalpel, il semble avoir le geste sûr, et savoir où il va, il paraît qu'il va procéder à une amputation, et soudain, hop, fini de jouer à Colin Maillard, on enlève le bandeau Ah qu'il oui, a sur on les l'avait yeux. reconnu quand même. Et vous l'aviez reconnu, oui. Et qui voilà, François Fillon, le nouveau meilleur ennemi de la gauche et donc de l'humanité. Alors, je ne sais pas la suite de quel concours de circonstances ou de quel pari perdu François Fillon s'est retrouvé dans un tel accoutrement, mais la photo sert le propos du journal communiste qui veut mobiliser contre ce qu'il appelle les amputations prévues par Fillon. L'éditorialiste de l'UMA, Patrick Appelmüller, crie au loup et parle d'un projet qui emprunte à Ronald Reagan et Margaret Thatcher, ce à quoi Pierre Gattaz, en patron du MEDEF, répond dans les Échos en disant que tout ça, c'est même pas vrai, que Fillon fait à peine du Schröder. Seulement, alors, la gauche, évidemment, veut mobiliser. Seulement, voilà, pour mobiliser, il faut se concerter, se parler un minimum. Et le problème, c'est que la gauche, en ce moment, c'est un peu Fort Knox. Et ça chauffe pour ses oreilles. Ce matin, regardez les mots à la une. Il y a même le mot guerre. À gauche, rien ne va plus, etc., etc. Alors, vous voyez aussi le dessin de la Nouvelle République où François Hollande, campé pour la énième fois en pilote de pédalo, se voit flanqué d'un copilote dont il sera dit qu'il est certes assis à ses côtés, mais qu'il ne pédale pas dans la même direction. Chacun a la sienne de direction et la gauche, pendant ce temps-là, tourne en rond. Alors, je conseille aux âmes sensibles de ne pas lire le Figaro ce matin. On en est arrivé à un point de discorde tel que l'exécutif conspire contre l'exécutif, écrit Paul-Henri Dulimbert, qui fait par ailleurs l'inventaire des factions, des clans, des cellules, des bunkérisés de la gauche. Alors il y a les frondeurs, les écolos, les macronistes, les valsistes, les hollandistes. Tous ont dit non au chef de l'État, sauf les hollandistes bien sûr, devenu le leader minimo. Allusion évidemment au leader Massimo de la Havane qui vient de casser sa pipe. En voulant plaire à chacun, François Hollande a déplu à tout le monde, peut-on dire dans le Figaro, ce qui fait que le pouvoir n'est plus à prendre, mais à ramasser. Voilà ce qu'écrit l'éditorialiste, paraphrasant ainsi le général de Gaulle. Alors sur le sujet, on peut aussi ce matin lire Libération. La une dit l'essentiel de la situation, la gauche c'est le Titanic, avec l'iceberg en ligne de mire. On est juste avant la catastrophe et c'est Laurent Geoffrin qui sermonne tout ce beau monde, jugé irresponsable. Alors je le cite. Chacun y va de sa petite soupe et de son petit calcul, écrit l'éditorialiste. Seul point commun, c'est l'intériorisation plus ou moins assumée d'une défaite inéluctable. Voilà des généraux qui se présentent devant l'adversaire, persuadés qu'ils perdront quoi qu'il arrive. Vous connaissez la blague à propos du Titanic? Ah non, allez-y. Ben, la blague, c'est oui, mais eux, au moins, à bord, ils avaient un orchestre. Ils avaient un orchestre, c'est vrai. Alors, la seule question qui vaille ce matin, pour finir, c'est le Parisien qui la pose. Ça va durer encore longtemps, demande le journal à la une. Alors, il y a un petit côté moralisateur, hein, mais qui cache mal, croyez-moi, un côté intéressé, parce que tout ça, vous pouvez me croire, ça va faire vendre des journaux dans les mois qui viennent. Ah oui, tant mieux. Je suis pas sûr qu'il l'ait fait exprès. Merci beaucoup. Voilà. Mais d'abord, les 4 vérités. Caroline Roux reçoit ce matin Michel Sapin, le ministre de l'économie et des finances. Oui, Michel Sapin qui n'a pas changé de champion, lui, depuis 2012. Il croit toujours en François Hollande au moment où la pression monte pour que le chef de l'État renonce à une éventuelle candidature.
Bonjour Michel Sapin. Bonjour. Est-ce que le déjeuner a permis de trancher la question? Je ne sais pas quelle est la question, mais en tout À votre cas... avis, quelle est la question? Qui de François Hollande ou de Manuel Valls sera donc Eh bien, candidat cette question pour conduire sera la gauche à la tranchée, présidentielle? cette question sera tranchée par une seule personne. C'est normal, nous sommes sous la Ve République. Il y a un président de la République, il a été élu par le peuple, quelles que soient les difficultés du moment, quelles que soient les excitations des uns ou des autres. C'est le chef de l'État qui, comme on dit parfois, est le maître des horloges. Donc c'est lui qui décidera du moment où il annoncera sa propre décision. C'est comme ça, c'est normal, c'est respectable et c'est respecté et ça doit être respecté. C'est l'agitation donc de la part du Premier ministre de laisser entendre que lui, il est prêt, qu'il se prépare à une candidature à la présidentielle et de laisser entendre surtout que le président n'est pas en situation d'y aller. Que le Premier ministre prenne en considération le fait qu'éventuellement le président de la République puisse ne pas être candidat, ça me paraît parfaitement légitime. Parfaitement légitime. Simplement, il faut que chacun, je ne dis pas ça du tout pour le Premier ministre, mais parfois pour d'autres, chacun ait le calme et le sang-froid qui consiste à attendre encore quelques jours. Pourquoi le attendre temps en que le réalité président de la... Mais parce que une décision de se représenter ou de ne pas se représenter de la part d'un président de la République en fonction, c'est pas un truc banal qu'on ramasse au coin de la rue. C'est un sujet fort, c'est une décision profonde, c'est une relation avec les Français qu'il faut renouer, reconstruire. C'est un projet qu'il faut présenter aux Français pour les années qui viennent. Ça ne s'improvise pas et surtout, ça ne se déclare pas sous la pression. Une candidature d'un président de la République, ça n'est jamais une candidature ni obligée, ni empêchée. Personne ne peut obliger le président à être candidat. Personne ne peut empêcher le président d'être candidat. Ça veut dire qu'à l'heure où on se parle, il n'a pas pris sa décision? Je n'en sais rien. Il est le seul à le savoir. Et c'est normal. Il y a un moment donné où, quelle que soit l'action collective, et évidemment, quand on est à la tête de l'État, on n'est pas seul à la tête de l'État. Il y a un gouvernement, il y a un Premier ministre, il y a des ministres, il y a des parlementaires, il y a une majorité. Mais quelle que soit cette action collective, il y a un moment donné où la décision vous revient à vous et à vous seul. Ça veut dire qu'il n'écoute pas ce qui se passe dans sa famille politique, ce que peut lui dire le Premier ministre via une interview dans le JDD, ce que vous pouvez par exemple lui dire lorsque vous le croisez. Certains qui le mettent en garde contre le risque d'une humiliation lors d'une primaire de la gauche, d'une humiliation lors d'une présidentielle. Mais pourquoi est-ce qu'il n'écouterait pas décider seul? Parce que dans ces cas-là, on décide seul, ça ne veut pas dire décider sans écouter, sans réfléchir, sans recueillir chez les uns ou les autres les opinions, qui peuvent être d'ailleurs des opinions diverses. Mais le terme d'humiliation, je me demande si c'est un bon terme. Pourquoi? Parce que c'est pas une décision qu'on prend en fonction de soi. C'est pas une décision en fonction de son, comment dirais-je, est-ce que ça va être confortable ou pas confortable? De toute façon, c'est pas très confortable d'être à la tête de l'État. En tous les cas, on n'y recherche pas le confort. Et être candidat, ça n'est pas non plus confortable, qu'on soit de droite ou de gauche. Donc c'est une décision très lourde, très profonde, qui se réfléchit, on écoute et on décide. En se posant quelle question? En se posant la question, qu'est-ce que je peux encore pour mon pays? Qu'est-ce que je peux encore pour ma famille politique? Oui, c'est les deux bonnes questions. La famille politique, lorsqu'on est un président issu des socialistes, on est un président de gauche. On est un président élu par la gauche, mais on est le président de tous les Français. Donc on doit avoir, mais c'est vrai pour lui comme c'est vrai pour tout autre candidat, qui n'est pas là simplement pour protester ou qui ne serait pas là simplement pour faire joli à la télévision. À ce moment-là, on doit avoir, d'abord il y a un bilan, il faut savoir le défendre, il faut pouvoir le défendre, il faut avoir les arguments pour le faire, je pense qu'il les a, mais ça ne suffit pas, chacun sait bien que ça ne suffit pas, il faut se projeter, il faut que les Français aient envie de se projeter avec vous, ce ne sont pas des choses si simples que cela. Est-ce que vous considérez que les chiffres du chômage l'autorisent aujourd'hui à être candidat? Je vous disais, il n'y a pas de candidature obligée ou empêchée. L'autorise. Donc c'est pas... Écoutez, franchement, je préfère que le chômage baisse plutôt que de le voir monter. Non, on l'a vu monter tellement longtemps. De 2007 à l'année dernière, le chômage n'a quasiment pas cessé d'augmenter. Le chômage recule aujourd'hui. C'est un élément du bilan et c'est aussi une perspective. Parce que s'il recule aujourd'hui, c'est pas par hasard, c'est parce que les fondamentaux de notre économie sont en train de s'améliorer. Donc ça va continuer à s'améliorer. Donc continuer ce travail, ça peut aussi être un motif de se représenter. Ça ne suffit pas. Continuer le travail pour faire quelque chose pour les Français et pour son pays. Quand vous regardez, Michel Sapin, l'état de la gauche aujourd'hui, est-ce que parfois ça vous arrive d'être triste?
On est en politique, on a le droit d'avoir des émotions politiquement, c'est interdit. On a bien sûr le droit d'avoir des émotions, mais j'avoue que je les ai plus quand je suis face à des destins personnels ou face à des cruautés ou à la manière dont les gens peuvent ressentir certaines choses. Non, c'est pas déçu. On est devant une situation qui est pas forcément telle que vous la décrivez, mais d'une gauche extrêmement dispersée. Et que si une gauche est extrêmement dispersée, chacun sait bien. Chacun des éléments de la dispersion sait bien que dans ce cas-là, elle ne sera pas au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et moi, je serais pas seulement triste, mais je serais vraiment heurté dans mes profondeurs si la gauche n'était pas présente au deuxième tour de cette élection présidentielle. Yannick Jadot, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Sylvia Pinel même ont décidé d'être candidats hors de cette primaire. Est-ce que la primaire de la gauche est menacée à l'heure où on se parle ? Pour cela, sauf peut-être pour Madame Pinel, c'est pas une surprise. Ils l'ont dit depuis le début. D'ailleurs, Yannick Jadot a beaucoup de qualités, il a certainement beaucoup d'idées à faire passer, mais il sait très bien que dans une présidentielle, ça n'est jamais très favorable aux Verts, pour une raison simple, c'est qu'on ne voit pas Yannick Jadot présider la France. Il y a aussi ça, chaque Français regarde et se dit, est-ce que cette personne, cet homme ou cette femme, est en capacité de présider la France ? Est-ce que ça menace les primaires ? Alors, donc, certains s'étaient déjà exclus des primaires de la gauche, d'autres sont dans les primaires de la gauche, les primaires que nous souhaitons organiser. Non, ça ne met pas en cause les primaires telles qu'elles ont été souhaitées. Un mot sur François Fillon. Il propose 110 milliards d'économies. J'imagine que vous avez passé à la moulinette le programme économique du nouveau candidat de la droite et du centre. Il a précisé un petit peu sa pensée sur la sécurité sociale hier soir sur le journal de France 2. Il assure que les plus modestes ne seront pas moins bien remboursés. Ça vous a rassuré ? Non, pas du tout, mais il s'aperçoit qu'il y a quand même quelques difficultés ou quelques choses trappes pour les Français dans son programme. Je ne l'ai pas passé encore à la moulinette. Nous aurons tout le temps de la campagne électorale pour le faire. Et il n'y a pas besoin de moulinette d'ailleurs, parce que le programme de François Fillon, il est d'une simplicité enfantine. D'ailleurs, ce sont des idées parfaitement honorables, mais ce sont des idées qui sont anciennes, ce sont des idées qu'on connaît, ce sont des idées qui ont déjà été sur la table. S'agissant de la maladie, c'est une vieille idée qui est d'ailleurs portée aussi parfois par un certain nombre d'assurances privées qui disent, écoutez, si c'est très très grave, alors c'est pris en charge par la sécurité sociale, mais tout le reste, c'est-à-dire en fait la vie quotidienne des Français quand ils ont telle ou telle maladie ou tel problème, ce sera à la charge des assurés. Alors on nous dit maintenant, oui, mais pour les plus modestes, c'est quoi les plus modestes ? J'ai compris qu'il voulait maintenir ce système de filet de sécurité pour ceux qui n'ont absolument aucune protection. Mais tous les autres, on leur dira, allez voir votre assureur, il va vous offrir, enfin si je puis dire, vous allez lui payer votre assurance. C'est quelque chose de très grave. Je pense que les Français sont en train de s'apercevoir que derrière un programme entre guillemets de droite, il y a des réalités cruelles pour la plupart d'entre eux. Merci beaucoup, Michel Sapin. Dans un instant, la suite de Télématin avec William Lémergie. Nous vous le disions hier, ici même, Charles Aznavour sera de retour sur scène à Paris, au Palais des Sports, très précisément, pour 3 dates pendant le mois de décembre. Nous évoquions avec lui ensuite sa tournée. Alors lui dit gala, dans le monde entier, s'il vous plaît, 92 ans. Et à cette occasion, on a parlé avec ce monument de la chanson française et même internationale, de cet accord que vous avez avec lui depuis de très très nombreuses années. Et vous allez voir, il en parle lui aussi, et de ses chansons et la façon dont vous les percevez. J'ai travaillé des années sans repli, jour et nuit pour réussir, pour gravir les sommets. Est-ce que vous avez déjà rencontré des gens dans la salle, ceux qui viennent vous serrer la main après le spectacle en disant « Oh là là, mais vous savez, ça fait 60 ans que je vous suis. » quoi. Je crois que j'aime beaucoup, beaucoup mon public. Moi, j'aimais voir le public là, tout de suite, où je raconte ma vie, parce qu'à ce moment, je commence à parler, et ça les amuse beaucoup. Quand je dis, par exemple, le mal que la critique a dit de moi, vous ne pouvez pas savoir. Ouais. Moi, je dis ça et je finis par... voyez-vous, ils sont tous morts, moi je suis toujours vivant. Ça fait un triomphe. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Pour autant, quand on fait un spectacle, on fait comme vous, là, 3 jours au Palais des Sports, puis après vous faites une tournée, parce que là, non, je ne fais plus de tournée. Ah bon? Non. Je fais des galas, et je ne fais pas de tournée. Mais qu'est-ce que... Ah bon, alors, oui, mais vous faites des galas dans plusieurs pays. Oui. Moi, j'appelle ça une tournée, moi. Ah non, c'est un grand voyage. D'abord, je prends soin de savoir
qu'est-ce qu'il y a à visiter? Non, je sais tout ce qui se passe dans un pays. Je pense que pour faire le bon tour de champ devant ces gens-là, il faut les connaître. Alors je parle avec les gens, comme je parle plusieurs langues, qu'on parle une ou deux. Mais vous parlez combien de langues déjà? 5. Je chante en italien, en espagnol, en anglais. Le russe, une chanson et demie. L'allemand, une chanson et demie. Oui, mais là, alors là, c'est le triomphe, parce qu'ils savent pas. Imaginons que... Oui, ils le savent maintenant, ils sont au courant. Depuis le temps que j'y vais, là, je vais faire une tournée dans l'Amérique latine. Ils savent. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Je me suis demandé s'ils les connaissaient tellement que quand ils entendent les premières notes, ils fredonnent en même temps que le... Alors, ils fredonnent emmenez-moi, ça c'est certain. Ah oui, mais celle-là, c'est une ritournelle, elle est terrible, quoi. Mais ils sont tous heureux d'entendre les chansons en français. Bien sûr. La langue française est une langue très importante pour un public de la chanson dans le monde. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose à une merveilleuse été sur la grève. Est-ce que dans certains pays, quand vous chantez en français, il y a pas mal de chansons, est-ce que la traduction est quelque part pour qu'ils comprennent le texte qui a quand même un sens? Non. Ils n'ont qu'à apprendre le français. Et mais t'avais une chose amusante, c'était en Angleterre. Il y avait une femme qui, toutes les 2 minutes, faisait en français, en français. Il y a un mec avec une grosse moustache qui s'est levé et qui a fait « Ferme la bouche !» Et moi, j'ai explosé de rire. Que vivons-nous? Pourquoi vivons-nous? Quelle est la raison? Tu es vivant aujourd'hui, tu seras mort demain. Moi, j'ai horreur qu'on tape des mains quand je chante. Sauf dans les 2 guitares. Alors, comme ils ne le savent pas, je leur fais signe et je leur fais signe. Alors, je les dirige en même temps. Oui, c'est vrai que c'est pas votre truc. Je vous ai rarement vu en train de, même dans Emmenez-moi... À faire ça avec les gens, non, pas question. Je ne peux pas les forcer à applaudir. Non. Ils le font s'ils veulent. Alors ça m'énerve. Ça m'énerve, ça. Ne le faites pas, hein, si vous ne savez pas aider. C'est pas commencez pas à applaudir dès ce qui se met à changer. On l'entendrait encore, allez, encore un petit peu. Oui, non, pas aujourd'hui, demain. 3e volet, demain. Là, aujourd'hui, c'est Nathalie Riou à cette heure-là. Parce qu'elle va vous donner des nouvelles de la... que Internet aime beaucoup, vous voyez qui je veux dire? Il s'agit de chat, mais c'est mignon le chat. Avant même que vous l'ayez vu déjà, vous dites c'est mignon le chat. Et est-ce que ça sert à faire vendre? Alors, est-ce que ça sert à faire vendre? Il y a 2 catégories. Il y a le chat prétexte qui est là justement, vous l'avez dit, pour attendrir. Et puis aussi, il y a les gens qui tout simplement doivent vendre des produits pour les chats. Oui. Donc là, si vous vendez des produits pour les chats, il vaut mieux quand même en mettre un petit peu dans votre publicité. Ça aurait une certaine forme de logique. Alors, il y a un gros problème chez le chat. D'ailleurs, les gens qui n'aiment pas les chats vous disent oui, le chat il est gentil, etc. Mais il y a la litière. Parce que contrairement au chien que vous allez pouvoir promener pour qu'il puisse faire ses petits besoins dehors, chez les autres, le chat, c'est à l'intérieur de votre appartement. C'est chez vous. Donc là, vous avez la caisse. Si tu la changes pas, la caisse, il fait ailleurs. Donc, heureusement... Non, mais là, il n'y a que des pubs sur les litières, non? Ah non, là, vous allez voir, c'est une pub pour les litières, mais le chat est particulièrement reconnaissant qu'on lui ait trouvé une litière qui lui convient. Du coup, on va faire un truc un peu curieux avec sa maîtresse. On est aux USA. For years, you've struggled with heavy cat litter. And you've found ways to cope. But now there's new Cat's Pride Fresh and Light. Its special blend not only absorbs odor-causing enzymes, it's up to 25% lighter, with the same number of uses as other clumping litters. Less work for you and your cat. New Fresh and Light. Changing litter for good. Je dis toujours que ça peut être inspirant pour nos publicitaires à nous qui font nos pubs pour litière pour chat qu'on peut apercevoir. D'ailleurs, si vous regardez Télématin, vous avez vu ce matin des produits pour chat. Ben oui, bien sûr. Et donc, ça peut être inspirant. Vous voyez, on peut faire des choses un peu... parce que la litière, c'est pas facile avant, avec un peu de créativité.
Oui, puis c'est pas très cher celle-là. En plus, celle-là, c'est pas très cher. Alors maintenant, on va passer au chat prétexte. Ah, c'est le chat qui est pas là du tout pour vendre un produit pour les chats. Quoique, vous allez voir le produit qui est vanté dans cette publicité. Les chats l'adorent par-dessus tout. En revanche, vous allez voir, quand on dit les propriétaires, vous savez, les gens qui aiment bien les chats et tout, ils sont gentils, parce que quand on aime bien les animaux, on aime bien les gens. C'est ce oui, qu'il pareil. dit. Bah là, vous allez voir, celle-là, je sais pas si vous avez envie d'aller chez elle. Yes, my darlings. Oh. Now, who's thirsty? Come on, look what Mummy's got. Come on, my darling. Oh, be careful. Don't be so greedy. Long life milk. Always keep one in the fridge. Pas sûr que le jeune homme soit très très bien accueilli quand il va rentrer dans cette maison qui ressemble un peu, vous savez, dans les films de Stephen King, vous avez des dames comme ça qui sont un petit peu toutes seules avec beaucoup de chats. Et généralement, ça se passe pas très bien après, une fois que le jeune homme a franchi la porte. Alors, on revient au sujet principal, c'est-à-dire qu'il se fait découper, il se fait... ah oui. Très violent, partout, par les chats, la dame. Par la vieille dame. Ah, oui, c'est très dommage, ça aurait été bien ça. Oui, alors d'un coup comme ça, on se dit oui, c'est accueillant, c'est sympathique. Non, vous êtes tombé chez une dingue. Alors, regardez bien, maintenant on va parler du sujet qui est le plus important pour le chat, c'est sa nourriture, la nourriture pour le chat. Ouais, voilà. La croquette, quoi. Ouais, alors non, justement, la chose qui est bien, non. plus adaptée, parce que la croquette, ça peut être sec et tout. Quoique maintenant, on fait des croquettes très bien. Vous allez voir, c'est japonais, et là, on peut dire qu'ils ont, eux, vraiment trouvé l'art de la poésie. どう調子まあなんとか生きてるよまたすぐそういうこの年で5体満足っていうわけにもいかないだろ18年前うなんだっけ雨の日コンビニの駐車場であれからもう18年か私に助けを求めるような目で腹が減ってただけだ昔はよく喧嘩して帰ってきて覚えてないなまあいろいろ迷惑をかけたと迷惑だと思ったことは一度もありません自分勝手でわがままで都合のいい時だけ甘えてくる18年か体もガタが来るわけだな長生きしてね長生きしてくださいしてますよだから分かってますって18年間ありがとうこれからもよろしくお願いしますこちらこそ猫らしさいつまでもカルカン Et voilà. Ils vivent longtemps et ils parlent très bien. Et ils parlent très bien, bien sûr. Ils parlent très le japonais, bien sûr. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Laurent, on va voyager. Tout à l'heure, c'était le Japon, il y a un instant. Maintenant, c'est le Canada. Qu'est-ce qu'on trouve au Canada? Il y a une université qui s'appelle la Royal Roads University, qui est au sud-ouest du Canada et qui est très créative. L'idée, c'est de trouver toujours des initiatives qui permettent aux gens de mieux se reconnecter avec le savoir. Comment donner envie aux gens, pas à ceux de l'université, mais à monsieur et madame tout le monde de lire. Alors on avait vu en France, dans certaines villes, des boîtes à livres. Ça existe. Mais ils se sont dit, on va aller plus loin. On va aller là où il y a beaucoup de passages. On va reconvertir un abribus en bibliothèque. On regarde quelques images. Donc, ils ont démonté entièrement un abribus dans la ville. Ça se passe à Victoria, donc au Canada. Ils l'ont rempli de livres. L'idée, bien sûr, c'est vous venez vous servir, mais vous remplacez le livre par un des vôtres, de votre propre bibliothèque, puisqu'il faut que ça se renouvelle. Et là, au moment où vous attendez le bus, alors on peut partir avec. Vous pouvez repartir avec. Alors je crois que c'était juste à consommer sur place. Et en attendant le bus, on lit un chapitre. Vous repartez avec le livre. Et on revient, on le remet bien sûr. Exactement. Ou alors on en met un autre. Vous remettez un autre livre. L'idée, c'est que ça tourne et que ça soit circulaire. Donc c'est une très très bonne idée. Et souvent, dans Télématin, on essaye d'emprunter des idées qu'on repère à l'étranger pour les faire chez nous. Donc pourquoi pas créer ça dans nos abribus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous savez, c'est le Téléthon. Je vais pas arrêter de vous en parler pendant toute la semaine parce que c'est les 30 ans du Téléthon. Il y a quelques semaines dans Télématin, on avait parlé des street artistes qui avaient reconverti des matelas en œuvres d'art.
Donc on va regarder quelques images et là, certains de ces artistes ont décidé de donner leur matelas, ceux qu'ils ont peint pour le site internet, au profit du Téléthon. Là, c'est Lord Anthony Khan. Donc lui, il a peint 2 matelas et il va les mettre en vente sur le site de Drouot, sur la vente aux enchères dédiée au Téléthon le 2 et 3 décembre. Des vrais matelas? C'est des vrais matelas, reconvertis en œuvre d'art. Après, ça n'a plus tellement d'intérêt de dormir dessus. Ah bon, c'est ça que je voulais savoir. Oui, Donc, enfin, vous pouvez, hein. De toute façon, c'est des matelas taille enfant. Donc je suis pas sûre, William, que vous puissiez... Vous pouvez les mettre au mur? Vous les accrochez au mur, exactement. Ah ouais, entre autres. Entre autres. D'accord. Donc on retrouve tout ça sur le site d'Allo Matelas. On a autre chose? Oui? Non? Non? D'accord. Bon, voilà. Et est-ce qu'on peut juste dire un mot sur nos réseaux sociaux? Oui. Parce que vous avez posté une vidéo hier, William, pour remercier nos internautes et tous ceux qui ne l'ont pas vu, précipitez-vous sur le Facebook de Télématin. Oui, parce que c'est Elle est en train de faire le buzz. Non, parce que c'est vrai que par moment, quand on vous remercie de votre présence, on fait ça par écrit. Je me suis dit, après tout, quand on fait de la télé, autant vous le dire en face, comme ça. Et donc, et puis on va même recommencer, c'est vous dire. Merci beaucoup. Vous êtes maintenant un pro du Facebook Live. La suite de ce bloc-noc avec Sarah Doraghi qui a une étonnante exposition à vous proposer. Étonnante pour 2 raisons au moins. Lesquelles, par exemple? Je ne vous dirai qu'une chose. Oui. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens dans ce monde qui ont des doctorats en bioacoustique? C'est-à-dire que parfois on a des formations généralistes comme ça, etc. Comme vous, par exemple. Oui. Bioacoustique. Bioacoustique, le type, c'est l'oreille. Le type, il est concentré, quoi. Ouais. Voilà, il s'appelle Bernie Krause. C'est quelqu'un qui était déjà donc, spécialiste de la musique. Il a fait des études pour ça. Il en fait. Et un jour, dans les années 60, il se rend dans une réserve d'Indiens. Voilà, exactement. Et il aurait pu être le fils de l'inspecteur d'Eric, mais non. C'est Bernie Krause. Ouais. Et donc, il est allé donc, dans l'Oregon voir cette réserve d'Indiens. Il s'est dit, on n'a jamais eu ces sons des gens qui parlent de la nature avec les Indiens. Il y a une femme de 91 ans. Il lui demande ce qu'il fait. Il dit, moi, je vais faire de la musique avec ça. Il dit, mais qu'est-ce que vous, les Blancs, vous connaissez à la musique? Vous ne connaissez rien. Je vais vous montrer ce que nous, on entend par musique. Et il va l'emmener, il va écouter la nature. Et il va se rendre compte que la nature a son propre rythme. Quand il regarde sur les fréquences, il y a un rythme, il y a une mélodie. Et il va intégrer ça à la musique électro, etc. Ça, c'était quand il était tout jeune, il avait commencé son travail. Voilà. Et donc, il s'est rendu plus tard en Afrique, etc. Il a pris le son des animaux, de la nature. Quand on pense qu'on aime la musique, on a tout le temps les écouteurs, etc. Ben là, la Fondation Cartier, il s'agit de quoi? D'enlever les écouteurs et d'écouter le bruit, les sons de la nature qu'on n'écoute pas assez et qui est en plus en train de disparaître. Mais quoi, il en a fait une composition, il les a juxtaposés, il les a, etc. Oui, bien sûr. Il les laisse pas bruts comme ça. Non, pas du tout. Il s'en sert et il compose avec ces bruits de la nature. Donc ça se passe à la Fondation Cartier pour l'art contemporain et comme son nom l'indique, bien sûr, autour de Bernie Krause, il y a des œuvres d'art contemporain. Regardez. Les sons que nous avons rassemblés dans l'exposition ont été enregistrés par un bioacousticien qui s'appelle Bernie Krause, qui est un peu le pionnier de la discipline de la bioacoustique. Ce sont des personnes qui enregistrent les sons de la nature à des fins plutôt scientifiques, écologiques. L'idée, c'était vraiment de montrer que cette polyphonie animale ressemble très fortement finalement à une polyphonie musicale d'origine humaine, qu'elle est aussi complexe, aussi savamment orchestrée qu'une symphonie de Mozart. Une des grandes avancées de son travail, c'est effectivement d'avoir enregistré des sons de la nature de manière globale, c'est-à-dire enregistrer un ensemble d'un écosystème complet et non pas des sons et des cris ou des chants d'animaux individuels. Donc il a une approche qui était assez pionnière finalement puisqu'il est considéré que les animaux chantent, crient ensemble et qu'il y a une sorte de collaboration entre les différents animaux pour que chacun puisse avoir son espace sonore. Un des apports de Bernie Krause, c'est aussi d'avoir enregistré ces territoires sonores à différents moments et d'avoir perçu que les bruits de la nature s'éteignent progressivement et que donc l'écosystème change et s'appauvrit. Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP.
I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. Il n'y a pas que le travail de Bernie Krause dans l'exposition. On peut découvrir des œuvres d'artistes plasticiens qui ont représenté des animaux, photographié des animaux, ainsi que des vidéos d'animaux dont nous considérons qu'ils ont une activité qui s'apparente à une activité artistique. Au sous-sol, il y a une œuvre de 2 artistes japonais et un scientifique français qui s'appelle Christian Sarder autour du plancton. Et Shiro Takatani a utilisé les vidéos et les films que Christian Sarder a fait pour créer une grande installation visuelle qui est soutenue par une musique de Ryuichi Sakamoto. C'est quoi la dernière? Oui, ça on a compris. Ah non, mais moi je préfère vous expliquer cette photo, non? Plutôt peut-être. Là, c'est le photographe qui s'est planqué, là. C'est un paparazzi peu discret, qui est déguisé en fait. Oui, Il y a un vrai photographe à l'intérieur. Évidemment. Exactement. Vous avez jusqu'au 8 janvier pour aller voir cette exposition. C'est donc à la Fondation Cartier pour l'art contemporain. Et c'est à Paris. Merci beaucoup, Sarah. Allez, là. Eh bien, on commence avec le magazine 75, qui, comme son nom le suggère, s'adresse aux curieux de Paris et nous fait découvrir ou redécouvrir ce qu'on appelle les free runners. Alors, c'est à mi-chemin entre la danse et l'acrobatie. On est un peu dans le zoo, là. C'est pas un studio, c'est un zoo. Et ils font bien les bruits des animaux. Faut reconnaître. Alors, avec les freerunners, on a un mi-chemin entre le courage et la témérité aussi, puisqu'ils se baladent sur les toits de Paris. On les appelle les zinzins du zinc. Ah oui. Et quand je dis qu'ils se baladent, c'est mieux ou pire que ça. C'est-à-dire qu'ils sautent, ils grimpent, ils virevoltent. Parfois dans le vide. Alors, il y a pas mal de photos qui sont assez impressionnantes. Moi, perso, ça me donne le vertige. J'irai pas. Et alors, tout cela est inspiré de ce qu'on appelle le parcours. P-A-R-K-O-U-R, qui est l'art du déplacement, qui a été rendu célèbre en 2001 par le film Yamazaki d'Ariel Zeytoun. Alors, il y a une petite différence entre le parcours et le free running. Le parcours, c'est c'est faire preuve d'efficacité pour aller d'un point A à un point B. En revanche, le free run, c'est la même chose, mais on ajoute des figures inutiles sur le chemin. Donc on peut perdre un petit peu de temps. Et alors, les freerunners racontent dans 75 qu'on les prend souvent. Ils ont des problèmes avec la police. Mais évidemment. Mais pourquoi, d'après vous? Parce qu'on les prend pour des cambrioleurs. Mais voilà, on les prend pour des cambrioleurs. Oui, c'est pas ils seulement sont parce sur les toits, ils se baladent oui. comme ça, et on se dit, mais. Donc il y a des gens qui appellent, allô la commande. Oui, j'ai vu, voilà, bon, et la police arrive. Alors, et ils travaillent, cela dit, ces gens-là, souvent pour des agences de développement qui développent des films, des pubs, des spectacles vivants. Ils font des compétitions, ils donnent des cours aussi, parce qu'il y a un complexe de parcours au Halles, par exemple, à Paris, au cœur de Paris. Et puis alors, ils font aussi des conférences en entreprise sur un thème évident, quand on voit ce qu'ils font, la gestion du risque, tout simplement. Voilà. Alors, en matière de BD, vous aurez pas mal d'articles ces temps-ci sur une initiative des éditions Glénat qui pourrait réconcilier la jeunesse avec l'apprentissage de l'histoire. Regardez ça, Kennedy, Mao, Saint-Exupéry, leur vie, leur œuvre, tout ça en bande dessinée avec des scénarios qui ont été confiés à des historiens et le dessin évidemment qui a été confié à des pros. Et le résultat, objectivement, est bluffant. Regardez Kennedy, quand on regarde un petit peu les planches, d'abord c'est bien dessiné, puis on retrouve des images qu'on connaît. Regardez en juin 63, pour les 15 ans du blocus de Berlin, quand Kennedy à Berlin dit « Ich bin ein Berliner », je suis un Berlinois. En fait, c'est de là que vient aujourd'hui l'expression « je suis Charlie » ou « je suis je ne sais quoi » à chaque fois qu'il se passe quelque chose. On a aperçu, mais on peut le revoir, le 22 novembre 63, Dallas, évidemment, l'assassinat de Kennedy. Et ce qui est intéressant, c'est que le dessin fait le lien avec des images qui sont quelque part ancrées dans notre inconscient ou dans nos cerveaux. Même procédé avec Mao Tse-tung. On retrouve dans cette BD la longue marche, la famine, le grand bond en avant, la révolution culturelle. Et puis alors, Saint-Exupéry, là c'est le tome 2, parce que le tome 1 nous parlait de l'aventurier et le tome 2 nous parle de l'écrivain, de l'auteur du Petit Prince, avec un scénario de Pierre-Roland Saint-Dizier qui s'est sans doute adressé au dessinateur Cédric Fernandez, à qui il a sans doute demandé « Dessine-moi un avion ». Oui, c'est remarquable, ces œuvres-là. Voilà. Remarquable.
avec ce qu'on a vu à l'instant avec Patrice, ces albums-là, c'est pas mal non plus. Mais nous avons aussi les libraires de Télématin qui bossent en ce moment. Parce qu'on leur a dit, et c'est un défi, on leur a dit en début d'année, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous sortir des livres qui ne font pas partie de la liste des 560 habituellement de septembre à janvier, voilà. Ouais. Alors, ils ont dit oui, mais ça va être difficile. Non, non, ils y arrivent. Hein. Des livres dont on vous a pas parlé ailleurs. Ah bah on essaye au maximum, William, bien Ouais, évidemment. quand même Et ce difficile. matin, le libraire qui s'y colle, entre guillemets, avec beaucoup de tendresse, donc qui s'y colle, c'est Xavier de Marchy, qui est donc libraire à Paris, dans le 7e arrondissement. Figure emblématique. Il était le premier libraire de cette chronique à inaugurer cette chronique. William, alors ce matin, nous avons un polar noir. Un polar, un roman noir vraiment très efficace. Un superbe western qui va vous emmener dans le Grand Ouest américain. Mais commençons par un divertissement. Le divertissement, c'est Corps d'élite de Philippe Collin-Olivier, édition Pierre-Guillaume de Roux. C'est un vaudeville élyséen. C'est-à-dire que ça va se passer... Ça tombe bien. Ça tombe bien, mais ne voyez aucune perfidie de notre part. Hein. C'est un roman, donc ce sont des personnages inventés. Simplement, je dois vous prévenir que c'est un peu cru quand même, parce que le président de la République dans ce roman est chaud bouillant. Ah bon? Ah oui. Mais c'est purement de la fiction, C'est alors. purement de la fiction, monsieur Lemergy. Regardez, c'est parti. De nos jours, en France, au palais de l'Élysée, le président de la République a 3 obsessions. Entourlouper ses amis, se faire réélire et assouvir une libido sans limite. Hélas, un soir, sa femme pousse la porte du bureau de l'Élysée et trouve son mari dans une position plutôt fâcheuse en galante compagnie. Trop, c'est trop. Elle ne supporte plus ses infidélités à répétition. Elle décide de torpiller sa carrière. Dès lors, le président n'a plus qu'une seule solution, l'éliminer. Des histoires de présidents avec leur maîtresse. En France, on a plutôt quelques exemples croustillants. Drôle et incisif, ce livre vous rappellera les dialogues de Molière, l'atmosphère du film de Pierre Tchernia, La gueule de l'autre, et aussi l'ambiance trouble de la série House of Cards. C'est bien vu et férocement jubilatoire. Mon deuxième coup de cœur, un roman noir à suspense, Dans l'île de Thomas Ridal, aux éditions Belfond. De nos jours, dans les îles Canaries, un vieil homme multiplie les petits boulots. Il est à la fois chauffeur de taxi ou accordeur de piano. Un soir, avec des amis, il se rend sur une plage pour voir un feu d'artifice. Sur cette plage, il y a une voiture abandonnée. Elle est sans plaque d'immatriculation et à l'intérieur de la voiture, le corps sans vie d'un jeune enfant. Peu de temps après, alors qu'il se renseigne sur l'enquête, la police lui dit abruptement « L'affaire est classée, une coupable a été désignée ». Lui, ce qui le révolte, c'est qu'on n'ait pas cherché l'identité de cet enfant, qu'on n'ait pas poussé plus loin pour savoir qui il était. Il décide dès lors de reprendre l'enquête à zéro. Ce roman noir est particulièrement original, tout simplement parce que, au lieu d'avoir un policier professionnel qui mène l'enquête, on a un homme comme vous et moi. Alors parviendra-t-il à élucider cette enquête? Je vous laisse le découvrir dans ce roman à la fois plein d'humanité et bourré de suspense. Et pour terminer, une formidable épopée dans le Grand Ouest américain, Butcher's Crossing de John Williams aux éditions Piranha. Nous sommes en 1870 dans le Colorado. Un jeune homme quitte Harvard pour se rendre dans le Grand Ouest. Là, il va dans la petite ville de Butcher's Crossing où il rencontre un homme qui lui propose un marché. Finance mon expédition de chasse au bison, je te ferai voir du pays. Il accepte. Après 1000 péripéties, ils arrivent sur place, mais ils se retrouvent bloqués par un événement inattendu. Plus d'1 an et demi après, ils redescendent dans la vallée, et là, leur monde a complètement changé. L'arrivée du train a modifié leur existence. On est passé de l'époque des cow-boys à la modernité. Coup de cœur absolu pour ce magnifique roman, à la fois ample et plein d'aventures. Ce livre mélange à la fois la beauté du film Into the Wild et la force du chef-d'œuvre Il était une fois dans l'Ouest. Avouez que vous n'aviez pas entendu parler de ces romans-là Ah non, jusqu'ici. Et alors, je rajouterais, William, pour l'ambiance, Steinbeck,
et Cormac McCarthy plus récemment. Si vous Oula. aimez tous ces auteurs, mais vous allez voyager pour le prix de quelques euros, monsieur Lémergie, vous ne prenez même pas d'avion, vous êtes dans le Grand Ouest américain. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Mais je fais un aller-retour. Parce que... Bien sûr, bah oui, il faut revenir, chef. Merci beaucoup. Avec Nathalie Riouet, on va s'intéresser à la bise, celle qui souffle de là-bas au nord et qui, bah, ça fait 0 degré ce matin. De quoi s'agit-il? Donc ça remet au goût du jour déjà le lien transgénérationnel entre les petits-enfants et les grands-parents, et également la photo papier. Ben oui, la photo papier, parce que finalement, toutes les photos qu'on stocke sur son téléphone, est-ce qu'on les regarde vraiment? Moi, j'en ai plus de 6500 et je les regarde jamais. On regarde les dernières pour montrer son week-end. Oui, alors, ce qui est curieux, c'est que vous ne vous en débarrassez pas. Non, on n'arrive pas à les... Même c'est un peu comme les pellicules. On se dit c'est notre pellicule. Si un jour on a envie de les faire développer, elles sont là, elles sont présentes sur le smartphone. Vous ne mettez pas ça dans votre portefeuille comme on le faisait autrefois. Eh bien, dans le mien, détrompez-vous, j'ai même une photo de vous grâce à des petits Polaroids. Mais ça, c'est parce que c'est important. Ben oui. Si jamais on va me chercher le... Ah, écoutez, si on me donne mon portefeuille pendant le sujet, je vais vous montrer que j'ai un Polaroid de vous sur moi tout le temps en permanence. Et justement... ce site a quelque chose de particulier, c'est que souvent les applications qui vous permettent de faire du développement photo, parce qu'il y en a énormément, sont compliquées, où il faut télécharger la photo. Là, c'est fini. Vous avez juste à envoyer un mail à une adresse qu'on va vous donner, et ensuite le site se charge pour vous non seulement de développer la photo, mais de l'envoyer aux personnes à qui vous souhaitez voilà. Donc ça peut être les grands-parents, les parents, et vous leur envoyez comme ça de manière très très simple. Il n'y a plus de complications. Ça s'appelle Pick in Touch et c'est très très bien parce que les grands-parents, même pas que, nous aussi, on aime la photo papier. Je suis allée les rencontrer. Pick in Touch, c'est un service d'impression de photos ultra simple. Il suffit d'envoyer une photo par email pour que celle-ci soit reçue par courrier postal à notre bénéficiaire. On a créé ce site suite à la remarque un peu nostalgique de la grand-mère de mon associé qui lui a dit « Tu sais Thibaut, depuis que les photos sont numériques, je n'en vois plus aucune. » Effectivement, on les imprime plus et on regarde en général nos photos sur nos téléphones uniquement pour les effacer parce qu'on n'a plus de place. Résultat, au lieu de les effacer, il suffit de les envoyer par mail. Elle sera automatiquement imprimée et envoyée à la seule personne qui a envie de les regarder, nos grands-parents. Cette adresse mail que vous allez créer lors de votre abonnement, vous allez la distribuer à vos cousins, vos frères et sœurs, votre famille. Et dès lors que quelqu'un envoie une photo sur cette adresse mail, elle est reçue par courrier postal. Premier intérêt, tout le monde peut envoyer une photo sur cette adresse mail. Deuxième intérêt, votre grand-mère, votre grand-père, votre bénéficiaire peut recevoir un petit courrier chaque lundi dans une petite enveloppe bleue et avoir des nouvelles tout au long de l'année de ses proches. Ah, il est mignon. On simplifie l'impression photo par l'email. Parce que là, il n'y a pas d'application à télécharger, il n'y a pas à se loguer, il n'y a rien à faire, il y a juste à envoyer et c'est tout. On l'imprime et la semaine d'après, la photo est envoyée par courrier postal au bénéficiaire. Le prix du premier abonnement est de 29 € et il vous donne droit à 15 photos. Et vous avez 1 an pour utiliser ces 15 photos. Ça s'adresse à tout le monde. Évidemment, les grands-parents, parce que c'est eux qui ont besoin de liens sociaux, de liens familiales. Après, évidemment, on peut décliner. On a pas mal d'expatriés qui ont leur famille en France et eux, par exemple, à Singapour. Au lieu d'envoyer la photo par courrier qui va mettre du temps, ils l'envoient par mail, puis elle est imprimée et envoyée de la France pour la France. Donc ça, c'est une deuxième cible. La troisième cible, c'est les militaires en opération extérieure. Ils sont, imaginons, au Mali. Ils sont tout seuls pendant 6 mois. Et régulièrement, leurs familles peuvent envoyer une photo par mail. Et eux, tous les lundis, ils reçoivent leur petit courrier sur leur base militaire. Les bénéficiaires peuvent être multiples, en fait. Mais, en général, c'est souvent des grands-mères à qui on offre ce cadeau. Les grand-mères, mais pas seulement. C'est bien d'avoir le papier. C'est bien d'avoir le papier. Là, j'avais dit que je vous avais toujours dans mon portefeuille. Regardez. Faites voir. Alors, regarde, là, j'ai Charlotte et Sylvie Adigar avec moi aussi. Ça, c'est votre copine de travail. Ouais, et faites vous voir. Celle-ci, là. Et elle est d'époque. Hein. Elle n'est pas si vieille que ça. Quand même. Non, mais ça date d'il y a 2 ans. Et tant que ça s'arrête, cette affaire. Non. Vous avez vu ça?
Je redis, puisque les gens qui nous regardent à cette heure-ci ne nous regardaient pas forcément à 8 heures, que vous avez posté un message sur Facebook qui a déjà été partagé presque 500 fois, où vous remerciez tous nos téléspectateurs. Regardez cette vidéo, parce que si vous êtes nombreux à la partager, William refera comme ça des vidéos régulièrement. 500 fois seulement? Mais c'est énorme. Ah Elle bon, a c'est été beaucoup. plus de 10 000 fois likée, oui. mais après, c'est ceux qui décident de la partager sur leur mur. Ah, d'accord. Vous l'avez faite qu'hier, hein. Elle est J'ai toute fait récente. Hier matin. Oui. Mais on va recommencer si ça vous va. Hein. On a plein de choses à se dire, hein, finalement. Merci beaucoup.